Bonjour Astrid. Bonjour, Alors, merci beaucoup. je vais quand même te présenter, hein. Tu as été nominée pour Cetera Award en architecture soutenable. Tu as terminé en juin 2020 ton mémoire de master en architecture à Lockheed Bruxelles de l'UC Louvain, et tu es actuellement architecte stagiaire chez Lowett Partners Architectes à Bruxelles. Ton mémoire s'intitule Vers une école sans chauffage, adaptation de la construction et des occupants. Et tu as eu deux promoteurs, Geoffrey Van Mouzek, qui est professeur de physique appliquée au bâtiment et chargé de recherche au sein d'architecture et climat. Il est avec nous ce matin. Également Benoît Tilmans, qui est chargé de cours à Lockheed Bruxelles, où il enseigne l'architecture durable, notamment à travers l'atelier TFE Éco-Architecture. Et lui ne sera pas avec nous, mais de toute façon, il y aura quelqu'un pour représenter tes promoteurs, ce qui est formidable. Astrid, c'est à toi. On se retrouve dans quelques minutes. Merci beaucoup pour cette présentation. Bonjour à tous, vous qui êtes chez vous. Ce format de webinaire nous permet en effet de rester chez nous pour participer à des conférences, à des séminaires, des cours en ligne. Mais s'il y a bien une chose que nous avons retenue du confinement, c'est que les enfants, eux, ne sont pas faits pour rester enfermés chez eux. Alors, on rouvre les écoles, certes, mais saviez-vous que même à l'école, les enfants sont souvent enfermés? Parlons architecture. Les dernières années, la norme des nouveaux bâtiments scolaires est le standard passif et les bâtiments quasi zéro énergie. Il s'agit de diminuer les consommations d'énergie tout en garantissant une température ambiante d'environ 20 degrés. Alors, comment on fait? On isole, on ferme. Le but de ma recherche était de dépasser ces standards pour proposer une école sans chauffage et ouverte. Alors, je vous entends déjà, supprimer le chauffage dans une école, l'idée peut paraître complètement folle. Moi, la première à le penser. Pourtant, n'avez-vous jamais remarqué que lorsque vous invitez des amis à manger chez vous, vous avez toujours trop chaud et vous ouvrez la fenêtre? Tout comme le fait que vous pouvez faire du sport en plein hiver à l'extérieur et ne pas spécialement avoir froid. Pour moi, l'école ne peut pas être uniquement un bâtiment. Alors, j'ai dès lors considéré l'école du point de vue architectural, mais aussi pédagogique. Je me suis intéressée aux techniques de construction, zéro énergie, passif, et aussi les pédagogies actives et l'école du dehors. Alors, petite parenthèse, l'école du dehors, c'est ces écoles où tout se passe à l'extérieur, dans les bois, hiver comme été. Donc, au final, une école sans chauffage, c'est tout à fait possible. Alors, mon projet d'école est un prototype et une esquisse qui ouvre la discussion et veut montrer toutes les possibilités. J'ai voulu montrer qu'il est possible de construire. Je vous parlais donc des écoles et du point de vue des bâtiments scolaires, du point de vue architectural, mais je veux parler aussi des points de vue pédagogiques. Donc les écoles à pédagogie active et les écoles du dehors, les écoles où on joue dans les bois, en forêt, où on n'a pas besoin de chauffer vu qu'on est dehors. Alors, je vais vous partager mon écran avec mon projet de mémoire. Mon projet est un prototype et une esquisse qui ouvre la discussion et veut montrer toutes ces possibilités. J'ai voulu montrer qu'il est possible de construire un bâtiment qui dialogue avec l'environnement et les pédagogies appliquées. Pour ce faire, j'ai analysé les activités qu'on pratique à l'école, les différents espaces de l'école et aussi la chaleur qu'on dégage en bougeant. Jouer, courir, bricoler, tout ça peut se faire dans un espace froid car on est actif. Par contre, les moments de concentration ont besoin d'une certaine chaleur. Une des lignes directrices du projet est qu'il existe plusieurs degrés de fermeture d'un bâtiment, isolé très chaud, fermé, abrité du vent ou du soleil, ou encore tout simplement extérieur. Il a fallu établir des stratégies hiver comme été pour répondre aux activités qu'on pratique, mais aussi aux saisons et forcément au climat belge. D'un point de vue un peu plus technique, le prototype prend forme d'espaces successifs pour créer ces différents degrés de fermeture. En été, on profite un maximum des espaces extérieurs tout en ventilant pour éviter les surchauffes et les espaces tampons deviennent alors ombragés et permettent de rafraîchir le bâtiment. En hiver, les espaces tampons sont fermés et permettent de maintenir justement la chaleur dans le bâtiment. Ces espaces sont
clairement un peu plus frais, mais idéaux pour des apprentissages dynamiques, des ateliers physiques. Si on commence en plus la journée par une activité physique, on va chauffer nous-mêmes, enfin, en tout cas les élèves vont chauffer eux-mêmes l'espace. Donc ça paraît très bien joli tout ça, mais est-ce que c'est possible? Donc j'ai vérifié ces propos, ce prototype, je l'ai modélisé énergétiquement. Au final, j'arrive à une école qui abrite 300 élèves. Il n'y a pas de système de chauffage et les températures aussi autour des 18 à 23 degrés. Donc au final, comme dans les écoles actuelles. Le bâtiment s'adapte à la pédagogie et l'élève s'adapte à l'ambiance. Le bâtiment scolaire n'est plus seulement la boîte fermée dans laquelle on apprend, mais devient un élément d'apprentissage et de développement. Et ce bâtiment est en dialogue avec son environnement. Merci à tous. Merci, merci à toi, Astrid. Je précise aussi que tu seras l'invité de Charlotte Maréchal dans Bruxelles Vie le 28 avril à 14 h. Ce sera sur BX1. Voilà, pour entendre encore parler de ton projet, bien évidemment. Si vous avez déjà des questions pour Astrid, n'hésitez pas à les poster dans le fil de la conversation. Je vais donner à présent la parole à l'un de tes promoteurs, c'est Geoffrey Van Mouzé qui est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Pourriez-vous nous dire quel a été l'apport scientifique et sociétal du mémoire d'Astrid? Mais je crois qu'il est tout à fait en ligne en fait, avec les objectifs de la Fondation pour la génération future. L'apport original, c'est dans le peut-être pas tout à fait 360 degrés, mais en tout cas, on s'en approche largement. Donc, c'est un travail qui est riche sur plusieurs facettes. Donc, il y a une proposition d'architecture, évidemment. On n'a pas le temps de juger sur un seul dessin ici, bien sûr. Donc, j'invite tout le monde à se documenter sur le TFE. Il y a une validation tout à fait rigoureuse au niveau de la physique du bâtiment. Donc, il y a la prise en main de logiciels de simulation, qui sont plutôt du domaine de l'ingénierie, en fait. Et il y a une réflexion tout à fait solide au niveau des sciences de l'éducation qui appuie tout le discours. Donc là, il y a un très bel exercice de la part de Madame Siro dans cet enrichissement entre plusieurs disciplines. Et au niveau plus sociétal, le mémoire fait la démonstration, en fait, que la performance environnementale aujourd'hui, quand on la conçoit aujourd'hui avec les objectifs qu'on se donne aujourd'hui, implique de changer les modes de vie. Et c'est par l'exemple de l'école ici et de comment apprendre, comment vivre dans l'école et que peut être l'école qu'il y a cette démonstration pour aller au-delà du passif, au-delà de la PEB, aller vers vraiment une très haute efficacité énergétique. Il faut utiliser autrement les bâtiments, que ce soit des écoles, des logements, d'autres programmes. C'est ici un exemple dans ce travail de fin d'études, mais qui est l'exemple d'une réflexion plus large sur finalement qu'est-ce que ça implique dans nos usages, le bâtiment, d'aller loin au niveau environnemental. Merci, merci beaucoup. Et je vais donner à présent la parole à Karen Allacker, qui est professeure associée au département d'architecture de la KU Leuven au sein de la faculté d'ingénierie et qui est responsable de l'unité de recherche Design and Engineering of Construction and Architecture. Vous êtes la présidente du jury en architecture soutenable, Karen. Alors, qu'est-ce que le jury a particulièrement apprécié dans ce travail? Bien, le jury a trouvé l'œuvre d'Astrid important pour son contribution à la lutte contre le réchauffement climatique et particulièrement a apprécié la dimension collaborative et l'approche innovante d'Astrid. L'école n'est pas un simple bâtiment passif, comme Astrid a dit, elle naît d'une adaptation réciproque entre l'école et ses utilisateurs qui est très innovant. En plus, le travail fait par Astrid dans son mémoire était énorme. Elle n'a pas seulement développé le prototype, mais elle a aussi vérifié la conception pour le contexte bruxellois. Et elle a fait ça par les simulations énergétiques, indiquant qu'on peut maintenir une certaine température sans chauffage. Et le plus important est que c'est seulement possible quand on a bien pensé sur la conception. Alors Astrid, merci beaucoup et toutes mes félicitations. Merci beaucoup Karen, on vous retrouvera évidemment un petit peu plus tard. On va passer avec toi aux questions-réponses. Astrid, les questions arrivent évidemment. Alors on nous demande quelle est la durée de vie d'un tel bâtiment. La rénovation qui est nécessaire au bout d'un certain temps est-elle prise en compte dans le design et le choix des matériaux? Alors, c'est une très bonne question. Pour tout ce qui est bâtiment passif, justement, il y avait des techniques
qui nécessitait beaucoup de maintenance et de rénovation pour justement maintenir et rénover les techniques spéciales. Le fait que dans le projet que je construis, il n'y ait pas ou quasi pas de techniques spéciales, car il n'y a pas de système de chauffage, il y a uniquement certains systèmes de ventilation naturelle. Ça, en fait, ça élimine toute une partie de maintenance et de rénovation du bâtiment. Alors, on nous demande, voilà, un bel exemple de la technique sociale. Est-ce que la très haute PEB peut-elle être envisageable pour des élèves plus âgés, sans activité physique, ou alors des bureaux professionnels? Alors, tout dépend évidemment des activités qu'on fait dans les bureaux et des personnes à qui cela s'adresse, parce que j'avais étudié dans la recherche que les enfants ont un métabolisme différent des adultes et réagissent différemment, émettent plus ou moins de CO2 en faisant certaines activités. Donc, en fait, ce serait une autre étude de cas en fonction d'un bureau professionnel ou d'élèves plus âgés. Mais c'est évidemment, bien sûr, possible en faisant les recherches adéquates, évidemment. Et est-ce que tu crois, à l'heure actuelle, est-ce que ça s'adresse aussi bien à des écoles à pédagogie active que des écoles plus traditionnelles où on sait qu'on bouge moins, même si on est en primaire et qu'il y a certaines activités de bricolage, etc.? Alors, je pense que cette possibilité est vraiment très liée à la pédagogie active, qui sont aussi plus ouvertes avec des programmes plus libres, où on peut justement adapter les activités en fonction de la journée, de la saison et puis aussi du bâtiment. Donc, pour le coup, je pense que c'est vraiment lié à des pédagogies plus actives et plus ouvertes, car comme vous le dites, dans les pédagogies traditionnelles, c'est souvent quand même une journée entière assise avec quelques sorties, pendant la récréation, ou bien quelques sorties qui sont organisées longtemps à l'avance. Donc, on est moins résilient par rapport au bâtiment et par rapport aux conditions extérieures, en fait. Oui. Alors, on nous demande aussi comment fonctionne cette ventilation. Alors, la ventilation, donc j'ai voulu surtout privilégier la ventilation naturelle pour ne pas devoir refroidir le bâtiment en été. Et oui, c'est ça, pour vraiment privilégier la ventilation naturelle. Il s'agit de ventilation aussi bien hygiénique pour avoir de l'air pur et pour que l'air ne soit pas saturé, surtout après une activité physique, par exemple, et aussi une ventilation intensive pour éviter la surchauffe en été surtout, car en été, on voit bien que ce genre de bâtiment va être très chaud et on a besoin vraiment de ventiler pour aérer, pour refroidir. Alors, il y a une petite particularité en plus, c'est qu'en hiver, on ventile naturellement aussi pour avoir de l'air pur en classe. Et dans ce cas-là, on rajoute un petit récupérateur de chaleur pour récupérer en fait les quelques degrés nécessaires pour avoir la température agréable en classe en plein hiver quand il y a des pics de froid. Alors, Charlotte d'Autremont nous dit « Toutes mes félicitations pour ce travail avec une belle approche systémique. Par rapport au TS, as-tu appréhendé la question du cadre réglementaire qui impose un certain niveau de technicité dans ce type de bâtiment, des ponts envisageables vers les pouvoirs décisionnaires pour ne plus faire de ce type de projet des exemplaires, mais bien des projets courants ?» Alors, je ne suis pas sûre d'avoir entièrement bien compris la réponse, donc Charlotte, vous me direz si je réponds bien à votre question. J'ai surtout appréhendé la question d'un point de vue utopie réalisable, en fait. Est-ce que c'est possible et est-ce qu'on peut ouvrir le dialogue? Comment est-ce que c'est possible avant de justement le mettre dans nos projets courants? Donc, est-ce que c'est vraiment possible? Donc, je n'ai pas appréhendé la question d'un point de vue réglementaire, mais uniquement technique et conceptuel, je dirais.
Et donc, des ponts sont envisageables peut-être plus tard, alors vers les pouvoirs décisionnaires, si j'ai bien compris. Geoffroy Chardom nous demande, y a-t-il un intérêt à récupérer la chaleur émise dans certains espaces pour l'utiliser dans d'autres espaces ne nécessitant pas d'activité physique, comme par exemple un espace de lecture? Alors, dans le projet, j'ai en fait décortiqué toutes les activités et toutes les occupations qu'on faisait à l'école et aussi tous les espaces. Et il est vrai que j'ai lié un espace, donc par exemple une salle de lecture, à l'activité lecture pour avoir un espace vraiment qui sera plus chaud. Et donc, j'ai fait en sorte que cet espace soit l'espace qui est chaud pour pratiquer la lecture. C'est sûr que dans un projet plus résilient et plus ouvert, il faudrait permettre de créer des espaces plus modulaires et permettant différentes activités dans différents lieux. Et alors, dans ce cas-là, récupérer la chaleur d'un point de vue technique aussi qui est plus grand. Donc, ma volonté était de limiter vraiment les techniques spéciales. Mais donc, je pense que c'est deux approches différentes, en fait. Alors, Geoffrey Van Mouzet, qui était l'un de tes promoteurs, hein, je le rappelle, voudrait intervenir. Geoffrey, on vous donne la parole. Oui, juste pour rebondir sur la question de Madame d'Autremont, donc, pour préciser que ce travail est associé à un projet financé par l'Uni-Bruxelles International, qui a permis d'ailleurs à Mme Siro d'aller passer quelques semaines, malheureusement au lieu de quelques mois à cause de la pandémie, au Chili, à l'Université Bio-Bio. Et donc, comme le travail était initialement prévu pour se déployer au Chili, on ne s'est pas tout à fait attaché au cadre réglementaire spécifiquement belge. Mais c'est une pièce d'un ensemble de projets de réflexion qu'on a du côté de l'UC Louvain, en association avec la WANI, en association avec la fédération. Et donc, il y aura des suites, ça va alimenter les réflexions, les recommandations qu'on peut faire au niveau politique. Merci beaucoup pour ces précisions. Alors, j'ai l'impression que voilà, les questions se calment un petit peu. Je te remercie, Astrid. On va poursuivre et bravo pour ce beau projet. Et je le rappelle, hein, tu es l'invité le 28 avril de Charlotte Maréchal dans Bruxelles Vie sur BX1. Ce sera à 14h. Merci beaucoup.